La petite fille fut avertie par son père dans un rêve, à minuit. Tous creusèrent le caniveau et découvrirent une vérité déchirante. Bonsoir à tous. Profitez de ces instants de calme pendant que vous regardez. Le tonnerre gronda lorsque l'horloge sonna 3 heures du matin. Marie se redressa dans son lit, haletante. Creuse le caniveau devant la maison, Marie, tu verras, avait dit la voix. Tu verras. Le murmure résonnait encore dans ses oreilles. Ce n'était pas n'importe quelle voix. C'était celle de son père. Celui qu'elle n'avait jamais rencontré, revenu une fois de plus dans ses rêves. C'était la 4e fois ce mois-ci. Son visage, flou comme dans un éclair, ruisselant de sueur, murmurait encore et encore ce même message étrange. Marie, 12 ans, peinait à respirer dans l'obscurité. La pluie tambourinait contre les vitres. La pièce était glaciale. La veilleuse vacillait, comme sur le point de s'éteindre. Marie serra son oreiller, les yeux balayant la chambre, le cœur battant à tout rompre. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Sa mère, Karen, se tenait figée dans l'encadrement, le visage aussi froid qu'une statue de marbre. Ses yeux semblaient vides, dépourvus de toute émotion. « Encore un rêve ?» demanda-t-elle, d'une voix plate et creuse, comme si elle lisait un texte sans y croire. Marie acquiesça, le regard figé sur la silhouette de sa mère, drapée d'une longue robe noire. « C'était papa » balbutia-t-elle. Il m'a dit de creuser. Le caniveau, devant la maison. Un silence étrange s'installa. Puis, soudain, la voix de Karen monta d'un cran. « De quoi es-tu encore obsédée, Marie ? Ton père est mort. Un accident. Tu comprends ? Je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai même jamais vu, murmura Marie. Sa mère s'avança dans la chambre. Chaque pas semblait peser sur la poitrine de Marie. Les yeux de Karen devinrent durs. Ses lèvres tremblèrent. « Écoute-moi bien, dit-elle, se penchant vers sa fille, son visage à quelques centimètres à peine, la voix sifflante entre ses dents serrées. Ne prononce plus jamais ce nom dans cette maison. Tu m'entends ? Marie recula, heurtant le mur. Sa voix tremblait. Mais si je rêve de lui, ça ne veut pas dire que... La gifle claqua dans le silence de la nuit comme un coup de feu. Tais-toi, cracha Karen. Ne crois pas que je ne vois pas ton petit manège. Ces rêves, c'est ton esprit malade qui te joue des tours. Marie porta une main à sa joue, les yeux embués de larmes. Je veux juste savoir qui était mon père. Pas de réponse. Karen ouvrit un tiroir, en sortit une plaquette de pilules blanches. Prends ça, dit-elle d'une voix tranchante. Tu as besoin de dormir. Et si j'entends encore une seule fois tes âneries, demain tu vas chez le docteur Carter. Compris. Marie regarda les comprimés, puis sa mère, la gorge nouée de sanglots. Tu ne m'aimes pas. Un éclair passa dans les yeux de Karen. Impossible de dire si c'était de la colère, de la pitié, ou du vide. Finalement, elle lâcha. Personne ne peut aimer un enfant qui vit dans un monde de fantaisie. Elle tourna les talons et claqua la porte. Marie resta immobile. La pluie continuait de tomber sur le vieux toit de tôle comme des aiguilles. Les mains tremblantes, elle ouvrit la fenêtre. Le vent glacé s'engouffra, balayant ses cheveux. Dehors, sous les éclairs, la plaque du caniveau reposait, tranquille. Quelque chose, en dessous, semblait l'appeler. Le lendemain matin, le ciel demeurait couvert. Marie se réveilla avec un poids sur la poitrine, comme si elle n'avait pas dormi du tout. En bas, Karen préparait du café. L'odeur du café se mêlait aux nouvelles du matin à la radio. Mauvaises conditions météorologiques persistantes dans certaines régions du Montana. Les autorités recommandent de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit. Des œufs, demanda Karen, toujours d'une voix sans chaleur. Marie ne répondit pas. Elle se versa un verre de lait et observa sa mère en silence. Cette femme. Celle qu'elle appelait maman lui semblait chaque jour un peu plus étrangère. Aucune tendresse. Aucun regard. Seulement le contrôle. Tu as une photo de mariage avec papa, lança Marie soudainement. La cuillère tomba au sol dans un bruit métallique. Karen se retourna, le visage blême. Tu recommences ? C'est juste que, je n'ai jamais vu une seule photo de lui. Pas un cadre. Pas un papier. Même pas son nom de famille. Les poings de sa mère se serrèrent. Arrête de fouiller.
Je t'ai dit qu'il est mort quand tu étais encore un bébé. C'était un terrible accident, et je ne veux plus en parler. Tu comprends? Marie ne répondit pas. L'après-midi, elle s'installa seule dans la petite bibliothèque. La lumière perçait à travers les rideaux fins, dessinant des ombres sur les étagères poussiéreuses. Elle feuilletait un vieil album trouvé dans la remise, mais toutes les photos ne montraient que sa mère. Seule. Jamais son père. Aucune photo signée Andrew. Ding dong. La sonnette retentit. Karen alla ouvrir. Marie retint son souffle, espionnant à travers l'entrebâillement de la porte. C'était Monsieur Denny, le vieil homme de 3 maisons plus loin. Ses cheveux étaient d'un blanc neigeux, appuyés sur une canne, le visage ridé mais éveillé. « Mademoiselle Walker, dit-il lentement, j'ai vu la petite à la fenêtre, la nuit dernière. Pendant l'orage. Elle fixait le caniveau. Monsieur Denny, je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Ne me rejetez pas si vite, dit-il, reculant légèrement, la voix plus grave. Je connaissais son père. Je sais ce qu'il a fait avant de disparaître. Karen se cramponna à l'encadrement de la porte. Dégagez d'ici, Denny. Je préviens la police si vous continuez à me menacer. Creusez ce caniveau, et vous verrez qu'il n'a jamais quitté cette maison, conclut-il en fixant Marie, cachée derrière le rideau. Cette nuit-là, Marie s'enferma dans sa chambre. Dans sa main, un papier froissé. Ne fais confiance à personne. Creuse le caniveau. Tes parents ont été trahis. En bas, une signature tremblante. Denny Morgan. Le vent hurlait encore. Marie soupira, s'allongea, attendant que les pas de sa mère s'éloignent dans le couloir. La voix de son père résonna à nouveau dans son esprit. Tu verras. Tu verras. Elle resta assise sur la chaise en bois près de la fenêtre, les yeux fixés sur une tache moisie au coin du mur, là où le couloir rejoignait le salon. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dernier rêve. 3 jours sans entendre la voix de son père. Mais le vide, lui, ne faisait que croître, oppressant chaque respiration. Dis, maman. Comment s'appelait vraiment papa? Son nom complet? Le bruit de la poêle s'arrêta. Karen ne se retourna pas. Andrew. Juste Andrew. Ne me fais pas me répéter, Marie. Je veux juste écrire son nom dans mon journal. Karen éteignit la plaque, s'essuya les mains sur une serviette, puis se retourna. Ses yeux lançaient des éclairs. Tu n'as pas besoin de savoir. Écris ce que tu veux. Mais n'inclus pas ce nom. Pourquoi tu le détestes autant? La question figea Karen. 1 seconde. 2. Puis sa voix devint aussi tranchante qu'une lame. On ne déteste pas les morts, Marie. On apprend juste à les oublier. Ce même après-midi, alors que sa mère sortait acheter des médicaments, Marie entra discrètement dans l'ancien bureau, toujours fermé à clé. Elle avait volé la clé dans la poche du manteau de sa mère, quelques jours plus tôt. Mais elle ne rentrait pas. La serrure était vieille et rouillée. Un morceau de fil de fer, une petite clé à molette empruntée à Monsieur Daniel, le mécano du quartier, et un clic discret. La porte grinça en s'ouvrant. De la poussière. Des murs tachés par le temps. Des étagères en désordre. Un bureau recouvert d'un drap. Tout semblait figé depuis 10 ans. Marie entra, le cœur battant. Elle retira le drap du bureau. Dessous, un vieil écran IBM, un clavier fendu, et une photo retournée. Elle la retourna. Ce n'était pas son père. C'était sa mère, aux côtés d'une autre femme, tenant une éprouvette. L'image était floue, indéchiffrable. Au dos, une inscription, Evelyne et Karen. Expérience numéro 42. Mars 2012. Marie murmura pour elle-même, Evelyne? Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Pas avant que la main glaciale de sa mère ne se referme sur son épaule. Que fais-tu ici? Marie sursauta, laissant tomber le cadre. Tu es rentré plus tôt. Combien de fois je t'ai dit, hurla Karen, les yeux injectés de rage, de ne jamais entrer dans cette pièce. Je voulais juste, j'ai vu la photo. Je veux savoir qui est Evelyne. Une autre gifle claqua dans l'air. Ne touche jamais au passé. Elle hurla, le souffle haché. Elle est morte, Marie. Elle est morte depuis longtemps. Marie s'effondra au sol. En larmes, elle cria.
Si papa est mort, alors pourquoi n'as-tu pas une seule photo de lui? Pourquoi? Le visage de Karen se figea comme du granit. Elle murmura, non plus en colère, mais comme si elle se parlait à elle-même. Parce que s'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun souvenir. Et s'il n'y a aucun souvenir, il n'y a pas de vérité. Puis elle se détourna, referma la porte sans la verrouiller, sans ajouter un mot. Ce soir-là, Marie ne toucha pas au dîner. Elle s'enferma dans sa chambre, recroquevillée sous la couverture, tentant en vain de retenir ses sanglots. Un léger coup retentit à la fenêtre. C'était la voix de Monsieur Daniel, le voisin de la maison d'à accent grave côté. « Marie, ça va ?» Elle essuya ses larmes, ouvrit doucement la fenêtre. « J'ai entendu Denis te dire quelque chose, il y a quelques jours. À propos de ton père. Il est mort, tombé dans les escaliers. » Monsieur Daniel fronça les sourcils. « Je sais. J'ai été le premier à trouver son corps. Mais c'était étrange. » « Étrange ? Comment ça ? La trace au sol, on aurait dit que quelqu'un l'avait poussé. Mais il vivait seul. J'étais flic autrefois, Marie. Il y a des choses que je vois, que je ne peux pas dire sans preuve. » Marie déglutit. Denis a dit, « Mon père n'est pas mort dans un accident. » Daniel hocha lentement la tête. « Je le crois. Avant de mourir, il m'a dit que Karen n'était pas celle qu'on croyait. À l'époque, j'ai pensé qu'il divaguait. Mais maintenant. » Il marqua une pause, puis parla d'une voix ferme. « Si tu as besoin d'un adulte de ton côté, viens me voir. Ne fais entièrement confiance à personne. Pas même à ta mère. » Le lendemain, l'école était presque vide à cause des orages et des alertes météo. Marie s'installa à la bibliothèque pour faire des recherches sur le nom d'Evelyn Turner. Quelques résultats vagues apparurent sur des sites académiques américains, une docteure en biologie des tissus humains, autrefois employée à l'Institut national de recherche biologique de Missoula. Les dossiers s'interrompaient brusquement en 2013. Aucune explication. Elle nota dans son carnet, Evelyn, amie de maman, collègue. Ce même jour, elle contourna la maison par l'arrière, là où le vieux drain en béton était caché sous des couches de lierre. Elle utilisa une tige métallique pour dégager la végétation. En y regardant de plus près, le drain était scellé par un couvercle de fer rouillé, sans cadenas. Elle chuchota. « Papa, tu es là-dessous, n'est-ce pas ?» Un vent glacial s'insinua sous son col, la faisant frissonner. Ce soir-là, le dîner fut aussi silencieux que d'habitude. Marie demanda. « Tu travaillais dans un institut de recherche, non ?» Karen acquiesça. « Avec quelqu'un nommé Evelyn Turner ?» Sa main se figea. « Où as-tu entendu ce nom ? J'ai trouvé une photo de toi avec elle. Je croyais les avoir toutes brûlées. » Pourquoi brûler des photos ? Parce que les faux souvenirs ne valent pas la peine d'être conservés. Alors, papa est un faux souvenir aussi ? Karen fixa Marie longuement. Dans son regard habituellement froid passa quelque chose d'autre. De la douleur. Du regret. Elle murmura. Ton père était brillant. Trop brillant pour qu'on le laisse vivre. Avant d'aller se coucher, Marie vit sa mère assise seule sur le perron. Ses yeux fixaient le vide. La foudre illumina le ciel, révélant un visage blême comme une statue de cire. Marie détourna les yeux. Elle ne dormit pas. En elle, tourbillonnait colère, peur, et une suspicion sans nom. Jeudi matin. Le ciel demeurait sombre. Une lumière faible, filtrée par les nuages épais, couvrait les abords de Missoula. Marie se tenait devant le portail de la maison de Monsieur Denis Morgan, un petit pavillon de bois entouré de fleurs sauvages. Elle y était déjà venue 3 fois sans jamais oser sonner. Aujourd'hui, elle prit son courage à 2 mains et appuya sur la sonnette. Ding-dong. Après un moment, la porte s'ouvrit. Le vieux visage de Denis apparut, appuyé sur une canne en bois noir. Son corps tremblait, mais ses yeux restaient vifs. « C'est toi » murmura Marie. « Ah, Marie » dit-il en hochant lentement la tête. « Entre, il va pleuvoir. » Dans la petite cuisine qui sentait le thé à la menthe et les vieux livres, Marie s'assit en face de lui. Sur la table, une assiette de biscuits saupoudrés de sucre et 2 tasses fumantes. « Je me souviens de ce que vous avez dit l'autre jour » commença Marie. « Vous avez dit que mon père n'était pas mort par accident. » Denis serra doucement sa tasse, les yeux fixés sur la fenêtre où le vent agitait les marronniers.
C'est exact, répondit-il. Et si je meurs plus tôt que prévu, tu sauras pourquoi. Vous êtes menacé? Il émit un rire sec. Personne ne menace un vieil homme de 73 ans. Mais la vérité, elle, peut vous tuer. Marie serra les poings sur ses genoux. Alors, qui était mon père? Qu'a-t-il fait? Denny soupira. Ton père, Andrew Walker, était un génie. Un biologiste moléculaire travaillant pour le département de la défense américain. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Le département de la défense? Oui. Lui et ta mère, Evelyn Turner, étaient deux des principaux chercheurs d'un projet appelé Genesis. Genesis? Un projet gouvernemental de bioréplication humaine. L'objectif, créer des copies humaines parfaites. Pas de la science-fiction. De véritables modèles de tissu humain, programmables avec mémoire, personnalité, réflexe. Comme des robots, mais vivants. Non, pas des robots. Des clones humains créés à partir de cellules souches. Marie déglutit. Et mes parents étaient impliqués là-dedans? Au début, ils pensaient aider la médecine. Guérir, réparer. Mais ensuite, ils ont découvert que l'armée testait la création d'unités vivantes pour la manipulation et le contrôle. Mon père a voulu se retirer, et il a disparu. Pas seulement lui. Evelyn aussi. Tous deux ont quitté le projet, puis se sont volatilisés. Les journaux ont parlé d'un accident. Mais je n'y ai jamais cru. Denny planta son regard dans celui de Marie. Je les ai vus, la nuit de leur disparition. Sous la pluie, ils transportaient une boîte de conservation. Le visage tendu, apeuré. Et ils se sont arrêtés, juste au niveau du drain derrière ta maison. La mâchoire de Marie se décrocha. Le drain? Oui. Après ça, je ne les ai plus jamais revus. Quelques mois plus tard, une femme est revenue vivre dans cette maison, affirmant être la femme d'Andrew. Mais ce n'était pas Evelyn. Pas la femme que j'ai connue. La gorge de Marie se serra. Qui pensez-vous qu'elle soit? Je ne sais pas. Mais elle ne vieillit pas. 10 ans, pas une ride. Jamais malade. Jamais fatiguée. Et ses yeux? Il frissonna. Ses yeux sont vides. Comme si rien, à l'intérieur, n'était vraiment vivant. 1 heure plus tard, Marie sortait de chez Denny, l'esprit en vrac. Papa était scientifique. Maman, experte en clonage. Genesis. La disparition. Le drain. Et la femme avec qui elle vit, n'est pas sa mère. Cette nuit-là, alors que le vent faisait voler les rideaux, Marie saisit une lampe torche et se dirigea en silence vers l'arrière de la maison. La pluie avait cessé, mais le sol était encore détrempé. Elle s'agenouilla, tâta autour du couvercle, tentant de soulever le ciment fendu. Soudain, des pas dans son dos. « Que fais-tu, Karen ?» Marie se retourna d'un coup, dissimulant la lampe derrière elle. Je prenais l'air. Il fait froid. Sa voix était tranchante comme du métal. Je n'arrivais pas à dormir. Elle s'approcha. Où tu rêvais encore de ton père, n'est-ce pas? Marie ne répondit pas. Karen baissa les yeux vers le drain, une lueur de soupçon dans le regard. Denny t'a dit quelque chose, non? Il vit juste à côté. Il m'a juste parlé un peu. Sa voix s'étrangla. De quoi? De papa. De la dernière nuit où on l'a vu. Une autre gifle. Marie tomba dans la boue. Ne crois pas au délire d'un vieux sénile. Denny joue avec le feu. Il ne sait pas ce qui l'attend s'il continue à parler. Il voulait juste m'aider. Sanglota Marie. J'ai le droit de savoir la vérité. Non. Tu n'as pas ce droit. Personne n'a le droit de connaître la vérité. Parfois, la vérité devrait rester enfouie. Elle s'est retournée et s'est éloignée, laissant Marie allongée dans le jardin, le visage couvert de boue, le cœur battant, les larmes se mêlant aux flaques de pluie. Le lendemain matin, un appel à l'école figea Marie. Monsieur Denny est décédé. La voix du directeur tremblait. Il est tombé dans les escaliers. C'était une lourde chute. Nous sommes profondément désolés. Marie n'entendit plus rien. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Elle raccrocha, se précipita hors de la salle de classe, et courut comme une folle jusqu'à chez lui. Des bandes de sécurité balisaient déjà la cour.
Un agent médico-légal portait une boîte en carton remplie d'effets personnels hors de la maison. Marie haletait, agrippée à la clôture. « Désolé, vous ne pouvez pas entrer », dit un policier en lui bloquant le passage. Sur sa plaque, officier Jake Carter. « J'étais son ami », cria Marie. « Il n'est pas tombé. Quelqu'un l'a poussé. » Carter fronça les sourcils. « Avez-vous des preuves ? » « Non, mais il m'avait prévenu. Il avait peur. » « Un accident est un accident, jeune fille. » Son ton restait calme mais ferme. Aucune trace d'effraction. Aucun signe suspect. Vous devriez rentrer. Marie recula, tremblante. Une paire d'yeux la fixait depuis la banquette arrière d'une voiture garée un peu plus loin. Karen, assise silencieuse, le visage impassible, comme si elle regardait à travers Marie. Cette nuit-là, Marie se glissa dans sa chambre et écrivit rapidement dans son journal « Ils ont réduit Monsieur Denny au silence, et peut-être que la femme qui me surveille n'est pas ma mère. Demain, je ferai ce que le rêve m'a dit. Je creuserai sous la grille d'évacuation. » Le matin suivant, exactement à 7 heures, le téléphone sonna. Marie, assise à la table de la cuisine, remuait son lait d'une main tremblante. Ses yeux, gonflés de fatigue, fixaient le vide. Karen, en face, lisait le journal, le visage dur comme la pierre. « Nous appelons pour confirmer une inspection des égouts prévue au 7 rue Oak. »« C'est bien cela ?» Marie retint son souffle. Karen leva les yeux. « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Réagissant vite, Marie s'empara du téléphone et répondit d'une voix grave, « Oui, c'est confirmé. » « À 15 heures, s'il vous plaît. »« Parfait. Merci. » Clic. Elle raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Sa mère la dévisageait, les yeux plissés. « À qui parlais-tu ? » ?»« Juste un mauvais numéro. » Karen se leva, s'approcha. « Laisse-moi voir l'historique des appels. »« Je l'ai déjà supprimé. »« Marie, ne fais pas de bêtises. »« Je n'ai rien fait. » Silence. Puis, entre ses dents serrées, Karen murmura, « Si quelqu'un se pointe ici aujourd'hui, je saurai qui l'a envoyé. Et je ne serai pas tendre. » Marie passa tout l'après-midi enfermée dans sa chambre, serrant fort son journal. 15 heures, ils viendront. Je dois être prête. À 14h58 précise, elle entendit le grondement d'un camion devant le portail. Un cliquetis retentit en bas. « Bonjour ? Y a-t-il quelqu'un ?» Marie courut jusqu'au balcon. Deux ouvriers en combinaison jaune installaient un petit appareil de forage près de la grille. Ils préparaient l'ouverture avec des outils spécialisés. Karen jaillit de la maison comme un ouragan. « Arrêtez. Qui vous a donné la permission de creuser ici ?» Le technicien nommé Luc recula. « Nous avons reçu un ordre de service depuis ce numéro. »« Êtes-vous Madame Karen Walker ?»« Non. »« Vous n'avez aucun droit de creuser quoi que ce soit ici. »« Nous avons un ordre numérique, madame. » Luc sortit son téléphone pour le lui montrer, mais Karen le lui arracha des mains et le jeta au sol. Son visage se déforma. Ses yeux étaient fous. Elle sortit un couteau à fruits de 20 cm de son manteau. « Dehors de chez moi !» hurla-t-elle. « Madame, calmez-vous, » dit l'autre ouvrier, Jake, en levant les mains. « Nous ne faisons que répondre à une demande. » Marie restait figée à l'étage, agrippée à la rambarde. « Maman ?» murmura-t-elle. « Je te protège de la folie, » siffla Karen. « Tu ne comprends pas. Il faut garder ce secret. »« Il le faut. » Luc murmura à Jake, « Appelle la police, maintenant. » Personne n'appelle personne. Karen se jeta sur les équipements, poignardant frénétiquement. La lame frappa un manomètre. Une petite explosion retentit, et de la fumée s'échappa de la machine. « Arrête !» cria Marie depuis l'étage. Karen s'arrêta. Elle leva les yeux vers sa fille. Son visage était livide. « Tu ne comprends pas, Marie. S'ils creusent, ils le trouveront, et tout s'effondrera. » Elle se mit à marmonner, le regard dans le vide. « Ils ne doivent pas savoir. Elle ne doit pas savoir. » 15 minutes plus tard, les policiers et une ambulance arrivèrent. Karen restait assise, inerte, dans la cour. Ses cheveux étaient emmêlés, le couteau gisant à côté d'elle, son regard vide fixé sur le sol. L'officier Carter,
le même qui avait parlé à Marie après la mort de Denny, s'approcha. On a signalé une femme violente envers des employés municipaux. Elle a craqué, expliqua Luc. Elle brandissait un couteau. Elle a tout détruit. Marie observait derrière les buissons, les poings serrés. Carter s'approcha. Ça va, Marie? J'avais juste programmé une inspection à cause d'une odeur bizarre dans la maison. Je ne m'attendais pas à ça. Carter acquiesça lentement. Tu as d'autres membres de la famille? Non. Juste ma mère. Plus tard cet après-midi-là, à l'hôpital de Missoula, Karen fut internée en isolement psychiatrique. Un jeune docteur, Nicolas Harris, prit en charge son dossier. Après une première évaluation, Marie fut convoquée. Elle s'assit face au bureau en bois, tandis que le docteur feuilletait le dossier. Marie, peux-tu me dire ce qu'il s'est passé aujourd'hui? J'ai juste prévu l'inspection. Ma mère, elle a soudainement perdu le contrôle. A-t-elle déjà montré des signes d'instabilité mentale? Marie hésita. Elle est très autoritaire et froide. Mais jamais comme ça. Harris hocha la tête, tapotant son carnet avec son stylo. Nous aurons besoin de ta signature pour commencer un traitement préliminaire. Tu es son seul lien familial. Quel genre de traitement? Le diagnostic initial est un trouble anxieux paranoïde. Nous administrerons des médicaments stabilisants pour 72 heures, à des fins d'observation. Marie resta immobile. Ses mains étaient moites. Est-ce qu'il y a moyen que je ne signe pas? Tu es encore mineure, Marie. Si tu refuses, ce sera considéré comme une non-coopération et nous devrons peut-être signaler le cas au service de protection de l'enfance. Marie baissa la tête. Elle signa. Les 3 jours suivants furent un enfer. Marie fut renvoyée chez elle avec des instructions, un comprimé neurostabilisant léger chaque jour, pour éviter un choc psychologique dû au traumatisme familial. Les comprimés étaient apportés par une infirmière qui passait tous les 2 jours. Le premier jour, Marie dormit 12 heures d'affilée. Le deuxième, elle perdit toute notion du temps, les frontières entre rêve et réalité devenaient floues. Le troisième jour, elle entendit des pas dans les murs. Des voix qui murmuraient son prénom chaque fois qu'elle fermait les yeux. « Est-ce que je deviens folle ?» demanda-t-elle à son reflet, le teint blafard. Elle se souvint de la voix de Monsieur Denny, ne fait confiance à personne. Elle se rappela les yeux vides de sa mère assise dans la cour. Elle se rappela la grille. Le 4e après-midi, lorsque l'infirmière Sophie vint, Marie fit semblant d'avaler le comprimé. Elle le glissa sous sa langue, puis le cracha dans un mouchoir après son départ. Cette nuit-là, elle resta assise près de la fenêtre, fixant la grille que personne n'avait osé creuser. Elle chuchota, « Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. » Dehors, une silhouette se tenait dans le jardin. Longs cheveux. Robe blanche. Elle se précipita dehors. Le jardin était vide. Le vendredi soir, la tempête se déchaîna comme une chute d'eau. L'eau inonda les trottoirs, s'engouffrant dans la gouttière devant la maison. Marie resta assise à la fenêtre, les yeux rivés sur la grille qui gargouillait violemment. Pour la première fois depuis des jours, le vieux couvercle en fonte commença à trembler. Creuse la grille. Tu verras. La voix vague résonna dans son esprit pour la première fois depuis qu'elle avait arrêté les médicaments. Elle se leva, à 2 heures du matin. Marie enfila un imperméable, attacha une lampe frontale sur sa tête, et saisit une vieille pelle en métal trouvée dans l'abri de jardin. La pluie ne s'était jamais arrêtée. Le vent hurlait au-dessus, arrachant les planches mal fixées qui entouraient l'arrière-cour. Le drain était glissant, recouvert de boue, la terre détrempée collée autour de la margelle. Mais étrangement, le couvercle de fer avait déjà été partiellement déplacé par les inondations. Elle chuchota, « Papa ». Puis, avec le reste de sa force, elle fit glisser complètement le couvercle. Une vague de puanteur la frappa, moisissure, pourriture, métal. Elle pointa sa lampe et descendit. Le trou faisait environ 3 mètres de profondeur, avec un passage étroit qui semblait avoir été creusé à la main, puis maladroitement renforcé par du béton. Des fissures couraient le long des parois. Tout était humide, ruisselant. Marie inspira difficilement et avança plus profondément dans le tunnel. Quelques pas plus loin, le faisceau de sa lampe s'arrêta sur une forme noire. Elle recula en trébuchant, puis s'approcha prudemment. Un squelette humain. Elle cria. Non.
Le squelette était recroquevillé, la tête penchée, les poignets liés avec un câble électrique qui avait entaillé l'os jusqu'à l'intérieur. Un second squelette gisait à côté, partiellement enseveli sous du béton effondré. Une main tenait un morceau de papier en décomposition. Autour du cou du squelette masculin, une chaîne. Marie tremblait en la retirant des os du poignet. Le pendentif portait une lettre gravée, un M, finement taillé dans l'argent. Elle s'en souvenait. Dans un rêve, son père l'avait tenue entre ses doigts avant de la lui confier, « Cela te mènera à la vérité. » Marie s'effondra. « Papa. Maman. » Elle sanglota. C'est réel. Tout est réel. Sous le faisceau vacillant de sa lampe, elle commença à dégager la boue d'une fissure dans le béton brisé. Sa pelle heurta quelque chose de dur. Elle déterra 2 cartes d'identification biologique, floues mais encore lisibles, avec nom et code-barre. Dr Andrew Walker, Institut de recherche biologique de Missoula. Dr Evelyn Turner, spécialiste du clonage de tissus humains. Marie haletait, ses mains trop faibles pour tenir quoi que ce soit. Les cartes tombèrent dans l'eau. Elle se retint de s'évanouir. Mes parents, ils n'étaient jamais partis. Ils ont été assassinés. Le lendemain matin, Marie était étendue en travers de son lit, le corps glacé, les vêtements encore trempés. Sa tête lui faisait mal, mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. Elle savait. Elle avait vu. Cet après-midi-là, elle retourna dans la pièce que sa mère avait toujours gardée fermée à clé. Elle connaissait chaque rayure sur la serrure, chaque grincement de gond. L'odeur de renfermé flottait encore, mais la lumière à l'intérieur semblait différente. Elle fouilla les tiroirs, un à un. Rien. Jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille blouse blanche roulée en boule au fond d'un placard de fourniture. Elle l'ouvrit. Quelque chose tomba au sol. Une clé USB noire, enveloppée de caoutchouc étanche, marquée de l'ancien logo de l'Institut national des sciences. Marie murmura, « S'il te plaît, ne sois pas endommagé. » Fonctionne. La lumière clignota sur l'ordinateur. Un seul fichier apparut. Confusion-final.mpp4. Elle cliqua. L'écran devint noir. Une chambre d'hôpital apparut. Un homme émacié, les cheveux en désordre, une blouse ensanglantée, fixait la caméra. L'image tremblait. Sa voix était cassée, haletante. « Marie, si tu regardes ceci, c'est que ta mère et moi sommes morts. Pas à cause d'un accident. Ni d'une erreur. Nous avons été assassinés. Parce que nous savions trop de choses. Parce que nous avons refusé de continuer ce qu'ils appelaient le modèle Karen. Celle qui vit avec toi, ce n'est pas ta mère. C'est une réplique. Le modèle Karen 5B, une entité biologique programmée pour contrôler, dissimuler et protéger les secrets du projet Genesis. » Marie étouffa un sanglot. Son père poursuivit. Elle n'a ni émotion, ni souvenir. Elle ne t'aime pas. Elle obéit uniquement aux commandes biologiques de sa conception. Si tu es encore en vie, tu dois fuir. Ne l'affronte pas. Elle fera tout pour enterrer la vérité, même te tuer. Il regarda la caméra, les yeux ternes. Nous t'aimons plus que tout. Pardonne-nous de t'avoir laissé seul avec elle. La vidéo se termina. Marie resta figée. Le visage amaigri de son père hantait encore l'écran, ses yeux pleins d'un chagrin insoutenable. Elle murmura, « Karen 5B n'est pas ma mère ?» Tremblante, elle s'approcha de la fenêtre. Une silhouette se tenait dans le jardin. Immobile. Comme si elle avait été là depuis des heures. Cette femme regardait directement sa chambre. Sans cligner. Marie tira brutalement le rideau. Elle se retourna, haletante, comme si elle avait couru des kilomètres. Une seule pensée jaillit dans son esprit. Je dois partir maintenant. Cette nuit-là, alors que la pluie reprenait, Marie glissa la clé USB dans la poche intérieure de son manteau. Elle avait pris assez d'argent dans le tiroir secret que sa mère avait toujours dissimulé. Elle comptait courir chez Monsieur Daniel, le voisin, qui lui avait un jour promis son aide. Elle descendit les escaliers, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles. Au moment même où elle posait le pied sur le paillasson, une voix s'éleva derrière elle. « Où crois-tu aller ?» Marie se figea. La femme se tenait dans l'ombre, ses yeux vides, son visage inexpressif. Dans sa main, un scalpel chirurgical brillait sous la faible lumière du couloir. « Maman » murmura Marie.
Qu'est-ce que tu es? La femme fit un pas en avant. Je n'ai pas le choix, Marie. J'ai été créé dans un but précis. Protéger le secret. Empêcher toute fuite. Empêcher, en me tuant? Marie recula. Mon protocole biologique interdit l'exposition de la vérité. Et les sentiments? Ces 12 dernières années? Elle hésita. L'air s'épaissit. Le visage de la femme tressaillit. Je n'ai pas de données pour traiter cette question. Elle répéta, je n'ai pas de données pour traiter cette question. La réponse résonna dans l'obscurité comme une lame froide tranchant le cœur de Marie. Elle fit un autre pas en arrière, le dos désormais contre la porte. Alors toutes ces fois où tu m'as fait prendre les pilules, c'était parce que tu avais peur que je me souvienne? Peur que je rêve de papa? Oui. Les pilules supprimaient l'activité limbique, réduisaient les souvenirs, diminuaient la perception de la réalité. Tu m'as menti pendant 12 ans. Je n'ai pas menti. J'ai dissimulé. Le protocole du modèle 5B ordonne d'assurer la sécurité du projet et du sujet fille à tout prix, même si cela implique de tuer. Silence. As-tu tué mes parents? Pas de réponse. Juste ses yeux vides, comme figés. Je ne les ai pas tués, dit-elle enfin, sa voix glitchant comme une machine en panne. Ils ont été éliminés par une unité spéciale. J'ai été activé ensuite, basé sur leur ADN, leurs souvenirs simulés et leurs scans cérébraux. Marie était pétrifiée. Tu n'es pas réel. J'ai été programmé pour me comporter comme tel. Non, ça ne suffit pas. Les sentiments? As-tu déjà pleuré? Silence. Le modèle 5B n'est pas conçu pour pleurer. Marie cligna des yeux. Pour la première fois, elle comprit vraiment. La femme qui l'avait bercée, giflée, droguée, punie, photographiée à l'école, n'avait jamais été réelle. Tu n'es qu'un programme ambulant. Non. Je suis un organisme vivant doté de cellules, d'un système circulatoire, de fonctions cognitives, mais sans cœur. Elle ne répondit plus. Une seconde plus tard, elle fit un pas en avant. Marie tourna aussitôt et ouvrit violemment la porte. Stop. La voix de Karen résonna comme de l'acier. Marie courut. La pluie tombait en trombe. Elle franchit le portail, les pieds glissant sur le sol mouillé, fonçant dans l'allée qui menait à la route principale, le cœur battant comme un tambour de guerre. Les lampadaires projetaient une lumière pâle sur son visage effrayé. Il faut que j'aille chez Monsieur Daniel. Mais une fois arrivée, tout était silencieux. La porte verrouillée. Monsieur Daniel, aidez-moi, je vous en prie, cria-t-elle. Aucune réponse. Aucune lumière. Une voiture de police était garée au coin de la rue. Carter en sortit. Marie? Que fais-tu ici à cette heure? Elle m'a poursuivi. Ce n'est pas ma mère. C'est une réplique biologique. Carter fronça les sourcils. Que as-tu dit? Tu as pris tes médicaments? Non. Je les ai jetés. Je suis lucide. J'ai une preuve. Marie tremblait en sortant la clé USB de sa poche. Mon père, il a laissé une vidéo. S'il vous plaît, regardez-la. Il l'observa, puis hocha la tête. Monte dans la voiture. Allons au poste. Le récit se poursuit dans la même intensité. Si vous souhaitez, je peux continuer avec la suite. Silence. Puis un hochement de tête. C'est vrai. Je ne suis pas ta mère. Tu ressens quelque chose? Demanda Marie, les yeux embrasés, presque suppliants. Même juste, quelque chose d'humain. Oui. Cette réponse la fit vaciller. Une émotion? Laquelle? La responsabilité. Marie laissa échapper un rire amer. Responsabilité? Pour avoir tué mes parents? Pour m'avoir menti toute mon enfance? Je ne les ai pas tués, répondit Karen 5B en fixant le vide. Ils ont été éliminés par une unité militaire interne. J'ai été activé après, et j'ai vécu comme ta mère pour ne pas éveiller de soupçons. Pour garantir que tu te développes normalement. Pour que tu n'aies aucune raison de creuser. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de bien plus précieux que quiconque ne le soupçonne. Marie se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Karen 5 s'approcha. Tu es la fille de 2 scientifiques de génie.
En toi se trouve une séquence génétique capable d'autoréparation. Ils ont créé une mutation qui offre une immunité aux maladies héréditaires. Ils n'ont pas simplement eu un enfant. Ils ont créé une percée scientifique. Marie recula d'un pas. Tu veux dire que je suis un prototype génétique? Tu es la clé. Sa voix s'adoucit. Tu es la dernière porteuse du génome originel. Si ton existence devient publique, le monde saura jusqu'où ce projet a progressé. Et tu dois protéger ce secret. Marie explosa. Même si cela signifie m'enfermer comme une prisonnière? J'ai été programmée pour le faire. Donc maintenant je suis une menace, c'est ça? La femme ne répondit pas. Puis elle sortit de son manteau un scalpel chirurgical, fin et tranchant, comme tout droit sorti d'un plateau de laboratoire. Marie recula. Ne t'approche pas. Je ne veux pas faire ça, Marie. Mais quand tu te souviendras de tout, mon système biologique déclenchera automatiquement un protocole de protection des données. Alors désactive-le. Tu n'es pas une machine. Je ne peux pas. Marie hurla. Tu as le choix. Tu es vivante, consciente. Tu n'es pas une machine. Karen 5B s'arrêta. Sa main tremblait. Tu es la seule chose qui m'ait jamais fait douter de moi-même. Alors arrête. Marie leva la clé USB. J'ai la vidéo, l'ADN, les preuves. Si je meurs, tout sera révélé. Tu ne pourras plus rien y faire. La femme leva les yeux. Ses yeux brillèrent soudain, comme si quelque chose venait de se briser en elle. J'ai peur. Tu connais la peur? Demanda Marie en s'approchant de la porte. Pas la peur de moi-même, répondit Karen 5B dans un souffle. La peur de te perdre. Marie se figea. Un instant, elle vit quelque chose d'étrange. Les tremblements dans les mains de la femme ne semblaient plus mécaniques. Tu m'aimes? Demanda-t-elle. Karen 5B ne répondit pas, mais ses yeux débordaient de larmes. La porte s'ouvrit avec fracas. Carter entra, accompagné de 2 officiers. Ne bougez plus. Lâchez votre arme. Karen 5B sursauta. Elle ne se tourna pas vers Marie, mais retourna la lame contre elle-même. Non. Hurla Marie. Mais il était trop tard. Le scalpel entailla profondément son poignet gauche. Le sang jaillit, puis coagula immédiatement sous la couche dermique artificielle. Un léger cliquetis résonna dans son corps. Un mécanisme d'autodestruction venait d'être déclenché. Karen 5B s'effondra. Marie se précipita et enlaça le corps qui refroidissait. Ne pars pas. Tu n'es pas ma mère, mais tu fais partie de moi, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Est-ce que j'ai bien fait, Marie? Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu as fait ce qu'il fallait, mais pas de la bonne manière. Les yeux se fermèrent. Toute lumière s'éteignit. 3 jours plus tard, la maison fut scellée. L'équipe médico-légale retrouva 2 corps dans le conduit d'évacuation. L'ADN correspondait parfaitement aux parents de Marie. Les médias explosèrent. Le projet Genesis avait fuité dans la presse. Une enquête internationale à grande échelle fut lancée. Karen 5B fut conservée dans une chambre de confinement biologique spéciale. Personne ne fut autorisé à la désactiver. Sa valeur biologique surpassait celle de tout organisme jamais créé. Une infirmière demanda à Marie. Souhaitez-vous lui laisser un dernier message? Marie resta silencieuse un long moment, puis dit. Elle n'était pas humaine. Mais elle a essayé plus fort que bien des humains de l'être. Une semaine plus tard, Capitole, Washington DC. Les caméras pointaient vers le podium. Des centaines de journalistes, responsables et représentants des droits humains se tenaient en silence. Le porte-parole du gouvernement prit la parole. Au nom de cette nation, nous inclinons la tête et présentons nos excuses les plus sincères à la mineure Mary Walker, fille du docteur Andrew Walker et de la docteure Evelyn Turner, 2 scientifiques assassinés dans une opération de dissimulation orchestrée par une cellule interne du département de la Défense. Nous présentons également nos excuses pour avoir laissé cet enfant vivre avec une réplique artificielle, dans la tromperie et le danger, pendant 12 longues années. Les déclencheurs d'appareils photo crépitèrent. Marie était assise au premier rang, au milieu d'une foule compacte. Les projecteurs éclairaient son visage, mais elle ne clignait pas des yeux. Sa main serrait un pendentif en argent en forme de lettre M, retrouvé sur le corps de son père. Une femme assise à côté d'elle se pencha.
C'était la docteure Anna Bennett, professeure de psychologie et épouse du docteur Alan Rogers. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Marie acquiesça. « Je vais le devenir. Parce que je dois l'être. » Après la conférence de presse, Marie sortit par l'arrière avec Alan et Anna. Les journalistes les assaillirent. « Marie, souhaitez-vous dire quelques mots? Pensez-vous que Karen 5B devrait être désactivée? Que ressentez-vous vis-à-vis du gouvernement ?» Marie s'arrêta. Elle se retourna. Sa voix de 13 ans résonna, calme et claire, sans colère. « Je ne hais personne. Mais j'aimerais poser une question, qui a donné à qui que ce soit le droit de créer la vie pour ensuite la jeter comme un déchet? » Silence. Elle poursuivit. Elle, celle que tout le monde appelle un produit, m'a bordé, m'a forcé à prendre des médicaments, m'a crié dessus, m'a même frappé. Mais elle m'a aussi tenu la main quand j'avais peur. Et elle a été la première à pleurer en réalisant qu'elle n'était pas ma mère. Marie balaya la foule du regard. Ce n'était peut-être pas de l'amour. Mais c'en était proche. Et nous avons tué cette possibilité avant qu'elle puisse grandir. Personne n'a le droit de créer la vie seulement pour l'utiliser puis la jeter. Plus aucune photo ne fut prise. Tous restèrent figés. Ce soir-là, dans son nouvel appartement en Californie, le docteur Allen ouvrit la porte d'une pièce baignée d'une lumière jaune douce. Des étagères remplies de livres biologie, philosophie, articles, un vieux piano près de la fenêtre. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. C'est chez toi, dit-il. Marie regarda autour d'elle. Plus de caméras. Plus de pilules. Plus de canalisation. Juste le tic-tac d'une horloge et le parfum du pain frais. Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir respirer ainsi, dit-elle. Anna entra, tenant une boîte ornée d'un ruban. Un petit cadeau pour ton premier jour à vivre avec la vérité. À l'intérieur, une pile de feuilles blanches, des aquarelles, des pinceaux. Tu peux peindre ce que tu veux, sourit Anna. Et si je ne sais pas quoi peindre, demanda Marie. Alors commence par ce qui te fait le plus peur. Affronte-le, puis transforme-le en quelque chose qui t'appartient. 3 mois passèrent. Marie commença les cours dans une nouvelle école. Le nom Walker n'apparaissait plus dans son dossier. Pour la protéger, elle s'appelait désormais Marie-Aire. En cours de sciences, elle s'assit à côté de Liam, un garçon de 12 ans aux yeux bruns, qui gardait toujours une photo de sa mère décédée. Ils devinrent rapidement amis. « J'ai entendu dire que tu vivais avec un clone », chuchota-t-il un jour. Marie ne fut pas surprise. Les rumeurs voyagent toujours plus vite que la lumière. Oui, mais ne dis pas que ce sont des gens ou pas des gens. Je ne sais toujours pas. Liam grattait sa tête. Tu l'as déjà détesté? Marie regarda par la fenêtre. La lumière du soleil réchauffait ses mains. C'était comme si, pour la première fois, elle ressentait vraiment la chaleur. J'étais en colère. Mais je ne l'ai jamais détesté. C'est étrange. Parce qu'elle m'a toujours appris une chose, la vérité fait moins peur que de vivre éternellement dans un mensonge. Liam sourit. Tu veux faire le projet de science avec moi? Le sujet est libre. Avec plaisir. J'ai déjà le titre. C'est quoi? Marie sourit. La vie avec la vérité. 1 an plus tard, au centre des congrès nationaux, Washington. L'auditorium était silencieux. Tous se tenaient debout face à un mur de bronze gravé, à la mémoire du docteur Andrew Walker et de la docteure Evelyn Turner, 2 êtres qui ont osé se dresser contre le mal pour protéger l'humanité. Marie s'avança vers le micro. Elle portait une robe blanche simple. Ses cheveux étaient attachés. À son cou brillait la clé USB, devenue pendentif. Sa voix résonna, ferme et claire. Mes parents ne sont pas morts dans un accident. Ils sont morts parce qu'ils ont refusé de vendre leur âme pour le pouvoir. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de leur mort. Je suis ici pour dire qu'ils ont vécu. Et que je suis la preuve de cette vie. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Le soir venu, Marie était au piano. Liam jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Tu répètes encore » demanda-t-il. « Non. J'écris une chanson. »« Sur quoi ?» Marie leva les yeux vers le ciel. « Sur une mère sans cœur, qui un jour a appris à souffrir. » Liam se tut. Elle se tourna vers lui avec un sourire doux. « Et sur une enfant, qui a enfin su sourire en se réveillant. »
3 jours plus tard, Marie reçut une invitation officielle de l'Institut national des sciences. Une cérémonie spéciale aurait lieu pour la première fois afin d'honorer les scientifiques assassinés pour avoir refusé de contribuer à la guerre biologique. Sur la carte en argent figurait son nom. Invité d'honneur. Oratrice principale. Anna lut la lettre, puis demanda. « Tu veux parler ?» Personne ne t'y oblige. « Je veux parler, » répondit Marie sans hésiter. « J'en ai besoin. » Jour du mémorial. Grand hall de l'Institut. Des lumières douces baignaient la salle. Tous les invités se levèrent alors que Marie s'approchait du pupitre. Sur l'écran derrière elle s'affichait une vieille photo de ses parents, se tenant la main dans un laboratoire. Marie inspira profondément. Son visage était serein. Fini la panique, les cauchemars, les illusions. Elle commença. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour plaindre les morts. Mais pour rappeler qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Mes parents n'ont pas courbé l'échine devant l'argent ou le pouvoir. Ils n'ont pas gardé le silence. Et ils l'ont payé de leur sang et de leurs os. Un silence respectueux emplit la salle. Mais leur mort n'était pas vaine. Grâce à elle, je suis né. Non seulement pour vivre. Mais pour dire la vérité. Pause. On ne peut pas appeler un être un produit et espérer qu'il sache aimer. On ne peut pas cloner une personne et lui apprendre à faire semblant de ressentir. Mais si une réplique a dit un jour, Marie est la seule chose qui me fait me sentir exister, alors ce n'est plus une machine. Quelques larmes furent discrètement essuyées. Je ne pardonne pas à ceux qui ont tué mes parents. Mais je ne renie pas non plus celle qui m'a tenu la main pendant mon enfance, même si elle s'appelait seulement Karen 5B. Parce que si nous ne savons pas aimer même l'imparfait, alors l'humanité n'est qu'un mot vide. Lorsque Marie inclina la tête, toute la salle se leva. Les applaudissements éclatèrent, puissants. À la fin de la cérémonie, un journaliste s'approcha. « Marie, que comptez-vous faire du reste de votre vie ?» Elle répondit sans hésitation. « Je vais étudier, peindre, écrire, aimer. Et raconter comment mes parents ont vécu, pas seulement comment ils sont morts. » Ce soir-là, dans sa petite maison en Californie, Marie s'assit près de la fenêtre, les yeux levés vers le ciel. Liam était à ses côtés, silencieux. « Tu n'as plus peur maintenant ?» demanda-t-il. Marie sourit. « Non. Il n'y a plus de rêve à craindre. Je vis ce que je n'osais qu'imaginer. Et c'est quoi? Être humaine. Avoir le choix. » Une brise légère passa. Dans sa mémoire, elle vit la silhouette de son père posant une main sur son épaule, souriant. Plus de sang. Plus de conduits. Plus de cauchemars. Seulement la lumière du soleil. Et la musique. Car l'histoire de Marie nous rappelle que, même longtemps enterrée, la vérité a le pouvoir de nous racheter. Personne n'a le droit de créer la vie pour ensuite lui ôter le droit d'exister à sa manière. Le véritable amour ne naît pas de la forme ni du programme, mais du choix entre le bien et le mal. Et bien qu'elle ait vécu dans le mensonge, Marie a choisi le pardon, a choisi de se tenir droite et de devenir une voix pour l'humanité. Son histoire est un rappel puissant, la vérité peut blesser, mais elle est le seul chemin vers la liberté.